Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Morel à l'huissier, député de la Lozère. Pierre, bonjour. Patrick, bonjour. Alors, nous avons ici un plateau un peu spécial où on va inaugurer un peu une petite nouvelle formule, on va dire. L'idée, c'est de recevoir une personnalité et de parler à cœur ouvert de ce qui se passe en Lozère et de ce qui se fait pour la Lozère. Donc, on a commencé avec un de nos deux parlementaires, Pierre Morel à l'huissier, qui est député de la Lozère depuis 2002. Pierre Morel, vous avez 62 ans. Vous êtes le personnage de droite aujourd'hui en Lozère. Vous avez passé donc un chemin qui vous a mené de l'UMP aux Républicains et maintenant à l'UDI. Vous allez nous en parler un peu. Mais pour commencer, Pierre, ce long chemin en tant que député, c'est un peu un chemin que l'on fait seul. Dans la vie politique, on se construit seul. Et on a des mandats parce qu'à un moment donné, on sent une émergence, on sent quelque chose qui passe dans sa tête. On a peut-être quelques idées, on a une certaine idée de la France, pour reprendre une formule. Et puis, la construction d'un homme politique ou une femme politique, c'est aussi les rencontres. Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Maître Potier, ancien président du Conseil général, notaire. C'était mes études. Et j'ai fait mon stage chez lui. Et Maître Potier m'a fait rencontrer quelqu'un que vous connaissez bien ici, ou en Lozère, c'est Jacques Blanc. Et la relation entre Pierre Morel et Jacques Blanc est devenue une relation affective au-delà d'être politique. Alors, vous avez eu la chance de passer à un moment de l'histoire privilégié où beaucoup de choses se sont écrites en Lozère. La région, La région, l'histoire du handicap. le handicap, dont j'ai appris les éléments grâce à Jacques Blanc. Et je ne connaissais pas le handicap. Vous arrivez, jeune étudiant en droit, après des études classiques de droit. Je rencontre cet homme qui m'explique ce qu'est l'handicap et qui m'explique ce qu'est l'aménagement du territoire. Comment on construit ce département qui était en difficulté. J'ai vécu l'émergence du phénomène régional. Les régions sont devenues collectivités territoriales de plein exercice en 1986 et je me suis passionné avec Jacques Blanc sur la mise en œuvre de ces politiques d'aménagement du territoire, comme Jacques Blanc dirait, le pointillisme qui permet de faire un tableau à la Seurat. C'est l'addition des petits points qui fait ce tableau. Voilà, moi je me suis passionné en étant collaborateur et ensuite en devenant acteur direct. Et puis ce qui m'a fait aussi choisir ce département, c'est mon origine avec... alors là, les Lozériens, ils ne savent pas. Les Alors, on va Lozériens... vous reprocher de ne pas être né en Lozère. Oui, ben, Jacques Blanc non plus. Maître Potier non plus, Madame Bardot non plus. Tout ça, c'est suranné, tout ça, c'est inutile. Il faut regarder la consistance de la personne et la puissance de la personne et la volonté d'agir. Mon grand-père s'appelait Joseph Lacoste. Il a été enseignant au lycée Chaptal en physique-chimie. Et il est devenu professeur de faculté à Strasbourg, d'où Strasbourg, la naissance. Et il est devenu l'un des plus grands spécialistes dans le monde entier des tremblements de terre. Et quand j'ai regardé ses documents, ce qu'il a écrit, notamment ses thèses, il a étudié le tremblement de terre qui a touché la Lozère dans le nord de la Lozère. Et je vous le donne en mille, à Fournel, Albarel-Cantal, Chauchaille. Et je deviens quelques années plus tard conseiller départemental de ce canton. Alors, justement, est-ce que ce canton-là et ce tremblement de terre-là expliquent les résultats, on pourrait presque dire, de République bananière que vous faisiez il y a 20 ans? On ne voit pas beaucoup d'hommes politiques faire du 98% aux élections. Vous êtes bien renseigné, mon cher Patrick. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes vrai, quand vous sortez d'une activité, j'étais avocat, je suis devenu collaborateur à la région, je me suis adapté aux réalités de la vie publique de Jacques Blanc, je me suis régalé, et j'ai voulu traduire cela dans une action directe. Et donc j'ai fait des rencontres, le maire de Termes, Marcel Recoul, le maire de La Fajonté-Arnaud, Marcel Dalle, le maire d'Albarel-Cantal, qui est le grand entrepreneur Delcros. Tout ça m'a fabriqué. C'était des élus locaux qui m'ont appris des choses. Et donc j'ai essayé de traduire cela dans mes convictions. À la lueur du territoire et à la lueur
cet homme politique qui vous a entraîné dans cette course qui continue aujourd'hui. C'est pas dur de vivre dans la foulée d'un bulldozer qu'est Jacques Blanc, de travailler avec le père fondateur quelque part et de se créer sa propre image. Oui, logiquement, c'est compliqué d'exister à côté de quelqu'un qui a été patron d'un parti politique, qui a été secrétaire d'État à un moment donné, qui a connu tous les mandats, y compris des mandats européens. Ça crée des jalousies, sûrement. Cela. Ça crée des jalousies. Certains m'ont qualifié d'héritier. À la rigueur, Pierre Morel n'avait pas grande consistance, c'est grâce à quelqu'un, mais dans la vie, on arrive toujours grâce à certaines personnes autour de soi, soit une famille, soit des rencontres. Et puis, je me suis construit. J'ai traduit ma culture, qui n'était pas une culture médicale, comme Jacques Blanc, qui était une culture juridique, d'avocat, de droit public. Et ça peut être un accident la première fois quand on est élu. Mais quand on est élu plusieurs fois, de manière discontinue, en toute continuité, sur maintenant 18 ans, c'est forcément une adhésion. Et quand on voit les résultats dans certains secteurs, qu'on dit être de gauche, notamment à la Cévennes, où j'ai dépassé dans beaucoup de communes les 60%, bon, ça prouve bien qu'il y a une accroche. Et ça me permet d'ailleurs de vous dire que je ne supporte pas. Vous m'avez invité pour que je vous parle le cœur ouvert. Moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis de droite. J'ai des valeurs de droite, mais j'ai aussi des valeurs de gauche. Quand vous êtes avocat, vous avez des valeurs sociales. Et donc, c'est pas étonnant que quand je fais passer des lois sur les pompiers et sur la ruralité, que j'arrive à avoir une convergence droite-gauche. Alors c'est un petit système moral, ça. Ça explique peut-être un travail que les gens connaissent peut-être un peu moins, mais que celui sur le défenseur des droits que vous avez porté. Quand il s'est agi de réunir l'ALDE, la Haute Autorité sur les discriminations, le défenseur des enfants, qui existait, et puis le médiateur de la République sur les dysfonctionnements administratifs. Dieu sait si c'est compliqué des fois avec l'administration. Et puis la CNDS, qui était la déontologie des forces de police et de gendarmerie. On m'a demandé d'être le rapporteur de cette nouvelle entité. C'est compliqué. J'ai eu des attaques, j'ai eu des difficultés. Certains voulaient à tout prix garder les institutions indépendantes. Et on est arrivé à faire passer cette loi. Le défenseur de droit, c'est une très belle machine qui est au service des citoyens. Par deux fois, vous êtes heurté à ce type de difficulté. Quand vous avez voulu faire voter un texte sur la limitation des collectivités locales en termes de publicité pour les élections et de communication, je crois que ça a clashé cette fois. Alors là, j'ai voulu limiter dans le budget des collectivités le budget communication à 0,3% du budget de la collectivité. J'ai eu une montée au créneau de toutes les personnes qui travaillent dans la communication institutionnelle, les salariés et des boîtes, qui voyaient une perte de revenus, une perte de subsides. Mais c'était également une réponse pour que l'on évite... ce qui m'avait un peu choqué, c'est que quand vous circulez sur la route, vous voyez des panneaux, des grands panneaux, où vous voyez écrit « La région investit ici pour vous ». Moi, je prends un feutre et je dis « Heureusement ». L'État investit pour vous. Ben oui, c'est quand même le rôle de ces institutions. Et chaque fois, ça coûte 1 300 €, le panneau. Donc le salaire d'un SMIC. Moi, j'aime pas ce genre de communication inutile. Et alors, justement, c'était pas un peu précurseur de ce qui allait arriver avec Big Malion? Oui, alors là, ça m'a pas valu que des copains. Mais j'ai coagulé quand même, j'ai dit ce que j'allais faire et j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai dit, il y a une interrogation sur l'argent, où est passé cet argent. On savait que le budget d'une présidentielle, c'était 20 millions d'euros, on passe à 43 millions. Où est passé cet argent? Et donc je dis à un certain nombre de collègues, notamment le député de l'Ain à l'époque, Étienne Blanc, avocat également, et puis on était une dizaine. On demande des comptes, et on a écrit qu'on demandait des comptes. Alors certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Il n'y avait pas c'était pas pernicieux. Je ne mettais pas en cause telle ou telle personne, je voulais simplement savoir, parce que les militants voulaient savoir. Et d'ailleurs, on veut toujours savoir. Ça reviendra? Ben, ça va revenir forcément au mois de mars, avec la procédure qui est engagée, qui concerne 13 personnes. Dont l'ancien président de la République, et on va enfin, et l'ancien préfet de la Lozère, M. Lambert. Donc
Je me réjouis pas que ça vienne. J'espère qu'il n'y aura pas des choses inavouables qui apparaîtront, mais qu'on saura la vérité dans ce texte, dans ce dossier. En parlant de justement cet ensemble de choses, ça explique est-ce qu'il y a une explication de parcours, de ligne chez Pierre Morel? Est-ce que vous êtes passé de cette histoire du défenseur des droits à je vais dépioter cette facette-là qui est le financement, puis je passe à... Quelle est la ligne, le fil rouge qui vous suit pour ce financement des... À partir du moment où je suis devenu parlementaire, le député, il a un peu plus de pouvoir qu'un citoyen de base. Mais je reste un citoyen de base. Et j'essaye de traduire tout ce qui émerge d'un territoire, la Lozère, et tout ce qui émerge de mails ou de lettres qu'on reçoit à Paris et qui dépassent la montagne, la ruralité, l'aménagement du territoire. Et je traduis. Et qu'est-ce qu'on demande? Transparence, beaucoup de clarté dans la vie publique. Et puis, je suis quelque peu mauvais garçon, si je peux dire, où on me dit, il ne faut pas aller mettre trop le nez là-dedans. Eh bien, il ne faut pas aller mettre le nez, j'y vais. J'ai une fâcheuse tendance à me trouver dans des choses où il ne faudrait peut-être pas trop aller, mais c'est comme ça. Alors justement, qu'est-ce qui vous sauve? Parce que quand on est responsable politique, on a un parti qui est Paul. Quand on est président de région, on a un bureau, on a des élus. Quand on est député, on est seul. C'est votre équipe qui vous sauve? Comment vous travaillez au quotidien? Au quotidien, c'est en contact avec une équipe excessivement compétente et professionnalisée. Ils sont 5. Je fais partie de ces... On est 2 députés en France où on a un dispositif un peu particulier, celui de la Creuse, celui de la Lozère, puisqu'on est unique. Donc l'Assemblée nous traite de manière un peu différenciée, heureusement. Et j'ai des collaborateurs, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui ont, pour certains, plus de 10 ans à mes côtés. Donc ça prouve que je suis un bon patron. Il faut bien que je me le dise. Ils me le disent pas, mais enfin, ils me le font à quelque part. Ils me font comprendre. Oui. Il y a un côté affectif. Je suis un affectif. Vous avez dû le remarquer, même dans les relations avec la Lozère Nouvelle et avec vous-même. J'ai l'occasion de vous dire des choses personnelles, mes attentes, mes interrogations, mes faiblesses, mes doutes et les blessures que j'ai. La vie politique crée des blessures. On m'a d'ailleurs dit qu'un bon politique, c'était quelqu'un qui était balafré. Pour le coup, j'en ai quelques-unes. Bon, que je ne montre pas tous les jours, mais elles existent. Mais j'ai une équipe qui est vraiment très, très directement liée à moi, qui me dit tout. On ne se cache rien, je ne ferme jamais ma porte. Ils savent tout de ma vie personnelle et de ma publique. Et puis ensuite, il y a cette accroche exceptionnelle des citoyens, des gens qui me côtoient en Lozère et qui me disent à l'oreille des choses. Et j'essaye d'être objectif et de traduire tout ce qu'on me dit. Donc, le quotidien d'un Pierre Morel à l'huissier, c'est quoi? C'est le lundi, je suis en Lozère, le mardi, je suis à l'Assemblée nationale, le mercredi, je siège. Oui, je reviens le jeudi, c'est 24 heures sur 24, c'est France Inter, sans faire de publicité. J'ai mon portable qui était allumé tout le temps, on peut m'appeler tout le temps. Je réponds à 5 heures du matin comme je peux répondre à minuit. Voilà, c'est vous, ils vont essayer. Oui, mais ils peuvent essayer, ils verront, ça les étonnera. D'ailleurs, je fais des fois des textos très tôt le matin. Mais c'est une vocation, c'est une passion. On la fait pas. Ça ne faiblit pas en 18 ans? Non, ça ne faiblit pas. Ce d'autant que je garde mon indépendance. Vous me dites, les Républicains, c'était l'UMP, c'était DL, c'était Démocratie libérale, Madeleine, Léotard, Giscard. On peut commencer avec RI peut-être? Avec RI, non. Républicain indépendant, oui. C'est devenu l'UM, l'UMP, maintenant les Républicains. Je ne suis pas un homme de parti. Et je ne me plais pas du tout dans le système partisan, parce qu'on ne peut pas épouser toutes les conceptions internationales et nationales. La n'est pas une terre de parti? Non, c'est une terre très mélangée entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, avec des indépendants. Alors, par contre, ça m'énerve un peu. Quand on dit, j'ai connu ça au conseil départemental, au conseil général, où certains élus me disaient, nous ne sommes pas politiques. Mais vous l'êtes. À partir du moment où vous êtes élu, vous êtes politique. Mais ça leur permet de faire un mouvement balancier entre la gauche et la droite. Moi, j'ai des convictions. Je me heurte à certaines personnes.
Je m'aperçois d'ailleurs que certaines personnes qui prônaient dans l'opposition et qui se trouvent aujourd'hui aux affaires avaient promis beaucoup de choses. On n'était pas très bons, ils étaient meilleurs que nous. Mais je m'aperçois que dans la réalité de l'exercice du pouvoir, ils ne sont pas mieux que ce qu'on a fait. Et que ce département souffrait et continue à souffrir avec une perte de population. C'est un message sublimatique, hein. Je ne m'en réjouis pas, mais certaines personnes qui se font beaucoup la gloriole, qui génèrent beaucoup de vent de communication institutionnelle, je m'aperçois que ça ne marche pas aussi bien qu'ils veulent bien le dire. Donc ce n'est pas une histoire d'alternance. Non, non, ce n'est pas une histoire d'alternance. Autant, je l'ai déjà dit un jour, aujourd'hui on a une institution départementale qui n'est pas en adéquation avec la majorité du pays réel, c'est-à-dire des citoyens qui votent. Il y a eu un peu d'effraction. Je le dis parce que je suis dans une position politique où je peux me permettre de dire les choses au bout de 18 ans. Alors ça nous amène à votre position ultérieure. Qu'est-ce que va être le quotidien? Quels vont être les chemins que vont explorer Pierre Morel à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir? D'abord, je suis encore député pendant plus d'un an et demi. On vous aurait dit que c'était fini? Ben non, parce que certaines personnes disent, j'entends, je ne suis pas sourd, on dit, ça fait déjà 20 ans, il a 62 ans. On peut même considérer que je suis un peu âgé. Enfin bon, quand on voit Trump, quand on voit Biden, 78, 74 ans, on peut avoir encore quelque espoir. Donc d'abord, il faut terminer ce mandat. Et j'ai sur le feu beaucoup de choses, sur le télétravail, la mission sur le défenseur des droits, où je suis en train de décortiquer la réalité de cette institution, la future loi sur les pompiers et sur la sécurité civile. Il y a des dossiers, je viens de voir le ministre de l'Intérieur, j'ai vu son directeur de cabinet, je suis à la commission des lois sur des sujets de justice, bon, voilà, et la ruralité, on y reviendra. Alors justement, quand on a 3 lois, puisque c'est à peu près ça qui porte son nom, ça rend pas un peu fou ça? Non, c'est simplement une satisfaction que dans un mandat parlementaire, on ait une traduction législative réelle et qu'on puisse prouver à la postérité qu'on a servi à quelque chose. Jacques Blanc, quand il a fait la loi sur l'handicap en 1975, tout le monde sait que cette loi était fondatrice et permettait de mettre en place la dignité de la personne en situation de handicap. Moi, on gardera de Pierre Morel, non pas l'hyper-ruralité, là, petit accroc, j'aime pas qu'on conceptualise. La ruralité, elle est entière, elle ne se divise pas. Il y a la ruralité de plaine, il y a des ruralités de montagne. Vouloir disséquer la ruralité, c'est fragiliser la ruralité. C'est pour ça que j'ai fait une loi rurale sur le patrimoine qui concerne toute la ruralité. Il ne faut pas démonétiser la ruralité et essayer d'en sortir quelques morceaux. Alors là, on a eu le petit côté iconoclaste, puisque vous avez mis le coq en avant. Oui. On a eu Cocorico, le chant, quelque chose. Absolument, on a eu le chant de la salle à l'Assemblée nationale. Oui. On a le chant du coq. On a le chant du coq, mais on a le chant aussi de la cigale. Il y a le groupe Aioli qui a sorti une chanson sur « On ne touche pas à ma cigale » parce que, en fait, c'est aussi ça peut-être ma conviction et peut-être mon petit plus. C'est en écoutant les pulsions du territoire, on s'aperçoit qu'il était de plus en plus difficile de vivre la ruralité. On ne supporte plus rien aujourd'hui. Ni le tracteur, ni la tronçonneuse, ni le lisier, ni l'âne, ni la bouse, etc. Mais si on continuait comme ça, puisqu'il y a une sociologie qui évolue dans la ruralité, il y a des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, il fallait préserver cela. Et la loi Morel, ou la loi patrimoine sensoriel, préserve une bonne fois pour toutes le patrimoine rural. Ça, c'est important. Vous avez été beaucoup derrière vous. Oui. Et de la presse internationale. Et peut-être même un film qui est en train peut-être de se faire. Je vais peut-être devenir le Brad Pitt. Un acteur. Dites-nous en un peu plus. Ben, il semblerait qu'une plateforme américaine très connue soit en train de rédiger un synopsis pour un film et il me proposerait d'être l'acteur principal de ce film. Alors, dans tout film, notamment pour les plateformes américaines, il y a un méchant. Qui sera le méchant dans celui-là? Un gars à moustache? Oui, et puis celui qui n'aime pas le coq.
Celui qui est capable de prendre le corps. Vous avez bien vu qu'il y avait quelqu'un qui avait tordu le cou d'un coq et tiré. C'était un sportif. Mais voilà des choses qu'il ne faut pas faire. C'est très attentatoire. Vous savez, la ruralité, elle se mérite. Il faut aimer la ruralité. Il faut aimer y vivre, il faut aimer ses sons, ses bruits, ses odeurs. Et il faut savoir la défendre. Et je crois que je suis un certain défenseur de la ruralité. Et à 62 ans, vous avez toujours les pieds dans la Lozère? En tout cas, 5 jours par semaine, oui. 2 jours à Paris. Et puis j'ai mes amitiés. J'ai de bonnes relations avec un certain nombre de personnes ici. Je peux rentrer pratiquement dans toutes les maisons. On ne me ferme pas la porte. Je garde avec Jacques Blanc, qui a aujourd'hui 82 ans, des relations très, très directes. Et je lui demande conseil par-ci, par-là. C'est ça ma vie. C'est d'avoir su créer autour de moi des personnes en dehors de la vie politique. Et puis j'ai 2 passions, député ruralité et la profession d'avocat. Et je suis de nouveau avocat. Et vous entendrez parler aussi de Pierre Morel, avocat. Alors ce Pierre Morel, avocat, on le découvre où et comment? D'abord, il n'interviendra pas en Lozère parce qu'il y a une éthique. Je considère qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'avocats en Lozère, je crois qu'ils sont 17 ou 18, de grande qualité. Et d'un point de vue éthique, je n'ai rien à venir me mettre en conflit d'intérêts avec mes collègues et mes confrères. Il y a aussi des règles déontologiques à respecter. Mais il m'a semblé qu'au niveau national, autant on nous a dit le mouvement En Marche, le mouvement macroniste, les députés cliqués, comme certains ont pu en parler, je crois que c'était Fillon qui disait que c'était des députés Internet, avaient dit il faut que la société civile rentre à l'Assemblée nationale. Et je réponds à cela, il faut que des parlementaires un peu aguerris soient aussi rattachés à la société civile et puissent exprimer à l'extérieur même du Palais Bourbon la réalité de ce qu'ils vivent à l'intérieur du palais. Et c'est cette symbiose d'une activité professionnelle et d'une activité politique qui peut-être fera la nouvelle classe politique. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'incarner. Donc vous allez essayer d'annoncer peut-être des choses en temps, comment dire, comprenons-nous bien, sur le financement de la vie d'un homme politique, quelque part. Oui, ça sera ce sujet-là, mais aujourd'hui, vous avez tout le milieu de la justice, les notaires, les avocats, les huissiers. Il y a des grandes réformes qui sont engagées. Qui mieux qu'un praticien peut traduire réellement à la commission des lois ce que ces professionnels vivent. Aujourd'hui, la justice est en pleine révolution. Regardez ce qu'a dit la présidente du tribunal judiciaire récemment, les difficultés, la dématérialisation, la justice de proximité, Dupond-Moretti qui passe d'avocat à ministre, avec la solidarité gouvernementale, tout ça interroge. Et je ne peux pas être extérieur à cela. J'ai besoin de m'impliquer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre aussi la robe noire de l'avocat. Alors, est-ce que c'est la fin du rêve, enfin, on ne dit pas la fin de la continuation du rêve du petit Pierre Morel qui courait dans les gorges de la Jante ou qui jouait à la pétanque avec ses amis? Certes pas. Certes pas. Les gorges de la Jante, c'est mon berceau personnel. Mon père, ma mère, ma famille. C'est aussi la famille Vergely, les 12. C'est aussi Maître Potier. C'est tout ce qui a été mon accroche personnelle dans ce département. Je suis un amoureux des gorges de la Jante. J'adore ce secteur, avec l'Écosse, après la pluie, sentir la pluie sur la terre calcaire, ça, je le transpire de tous mes pores. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. On peut m'attaquer violemment, politiquement. On peut m'attaquer par Mediapart. On peut m'attaquer par d'autres journaux, y compris en Lozère. Rien ne viendra abîmer mon accroche de la Lozère, et notamment sur les gorges de la Jante. Je suis le député de tout le département, de l'Aubrac à la Margeride, en passant par les Cévennes et les Causses. Mais c'est vrai que j'ai une accroche toute particulière sur ce... En plus, la Jante est particulière. Sur 12 km, elle est souterraine, de Méruès jusqu'au 12. C'est un symbole. Une rivière qui creuse, qui s'oublie et qui revient. Alors, j'avais envie de parler un peu des bons et des mauvais souvenirs, mais à la lumière de ça, on va parler des bons souvenirs. S'il y avait une chose
dont vous êtes fier, qui fait votre bonheur et qui porte tout enfin, qui permet de supporter le poids de 18 ans passés comme ça sur les routes avec des kilomètres à n'en plus finir? Bon, il y en a plusieurs, je vous l'ai dit, je me répète, c'est la rencontre avec Maître Potier, qui est mon ami intime, avec Jacques Blanc. C'est des rencontres humaines qui... Mais, au-delà de tout ça, c'est Pierre Morel en voiture, sans caméra, sans photo, sans communication abstraite, sans communication exponentielle, parce qu'on a toujours besoin d'exister, qui s'arrête à quelque part et qui rentre dans une ferme. Arzing d'Apcher, Arzing de Randon, Châteauneuf de Randon, l'hôpital, à côté du pont de Montvert, n'importe où. Et où je rentre dans une maison et on me dit, vous restez manger. Voilà mon plaisir. Pouvoir avoir un contact humain sans être obligé de communiquer artificiellement. Et je ne le dis pas, je le vis. Et de ces contacts humains, j'ai une tendance à dire que dans un petit restaurant, dans un petit troquet, je mange la nappe qui est en papier. Parce que j'écris toujours. Tout ce qu'on me dit, je note. Et quand je rentre, ça me permet de confectionner des orientations, des thèmes, des actions. Voilà mon plaisir. Le contact humain, discret. Comment ça s'est passé votre vie avec les autres parlementaires, et notamment ceux de Lozère? Vous parliez d'hyper-ruralité, donc la question me vient naturellement. Alors, c'est toujours compliqué. Quand on était 2 députés, Francis Saint-Léger et moi-même. 2 députés, il y a un combat Quel est le meilleur? Quel est celui qui va peut-être l'emporter sur l'autre? Et pendant 10 ans, ça a été compliqué avec Francis Saint-Léger. Et puis un jour, Francis n'étant plus député, m'a appelé. Et il m'a dit, je veux te voir. Et il y a eu une relation humaine sympathique où il m'a expliqué les difficultés qu'il pouvait rencontrer, ses souhaits, et puis une vraie relation. Et j'ai totalement fait abstraction des moments difficiles qu'on a pu passer. Et Dieu sait s'il y en a eu, entre Nicolas Sarkozy, la période Villepin, son implication dans le parti. Moi, j'étais moins dans cette orientation-là. Ma proximité avec Jacques Blanc, duquel il n'était pas forcément le plus proche. Les accros qui ont pu exister dans les campagnes régionales où certains se sont présentés contre Jacques Blanc alors que j'étais le directeur de cabinet. Il faut rappeler M. Delmas, M. Roujon, Saint-Léger, qui se sont présentés contre Jacques Blanc. À un moment donné, tout ça, je l'ai vécu. Mais il faut avoir une capacité d'absorption dans la vie politique. Sinon, tous les jours, vous allez mourir. Hein. Ensuite, moi, je ne suis pas en rivalité profonde avec les gens. Je prends ce qu'ils me donnent. Et je sais bien que par le simple fait d'exister, j'agace, j'énerve et je me crée des inimitiés. Des fois, ça m'affecte, parce que j'ai plutôt de sympathie pour telle ou telle personne. Même avec des personnes avec lesquelles je suis en combat ouvert à l'heure actuelle. Je n'ai pas d'animosité personnelle. Mais on ne peut pas être compris par tout le monde. Je suis sûr qu'une fois que j'aurai quitté la vie politique, dans 150 ans, on me fera peut-être on va mettre une plaque en hommage au député de la Lozère, Pierre Morussier, ou on fera un buste, ou je ne sais que sais-je. Bon, dans la vie moderne et dans l'instant T, je me génère beaucoup d'inimitiés, mais ça ne m'empêche pas d'être réélu. Donc, bon, il faut faire avec. Le chemin vous amène? Pour l'avenir? Oui. La loi n'interdit pas d'être réélu ad vitam aeternam. Vous savez que le président Macron voulait limiter à 3 mandats, mais il ne l'a pas fait, les 3 mandats parlementaires. Donc je suis au 4e mandat parlementaire. Donc vous voulez répondre à Yves Calvi? Écoutez, ce journaliste, je ne connaissais pas. Et quand il a parlé de moi, je n'étais pas présent sur le plateau. Et les 3 ou 4 personnes qui étaient présentes, des journalistes spécialisés, parlaient de moi, et moi j'étais devant mon écran pour regarder des gens qui parlaient de moi sans que je sois là. Et qui disaient, ce type est super, il travaille beaucoup, c'est un héros de la République. Bon, j'ai une larme à l'œil, parce que quand on vous parle quand on dit des choses aussi fortes sur sa personne, ça ne peut que faire plaisir.
heureusement qu'il y a eu ça, parce que j'ai eu d'autres côtés beaucoup plus désagréables, et des journaux que vous connaissez qui ont une orientation de gauche, et qui sont des journaux d'opinion, m'ont pas fait beaucoup de cadeaux. Bon, c'est comme ça. Je trouve ça très injuste, parce que je suis quelqu'un de sympathique et quelqu'un de vrai. On peut me poser beaucoup de questions auxquelles je réponds. Et puis, j'aime pas trop qu'on vienne me gratter. Donc, on me fait pas de cadeaux, mais je griffe aussi. Et quand je dis stop, je dis stop. Et là, je suis en rupture sur un certain nombre de relations avec des journalistes que je considère comme soit mauvais, soit orientés. Pour moi, c'est lié. Bon. Donc, je ne peux pas être en phase avec eux. Mais ça, c'est un problème, tout comme les réseaux sociaux. Et peut-être le fait de reprendre mon activité d'avocat, c'est également d'essayer de sortir des personnes qui sont en difficulté dans tout le maelstrom de l'Internet. Et on ne pourra pas continuer comme ça. On est en train de tuer l'individu. Regardez ce qui se passe. Sans heurter, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monseigneur l'évêque, qui lui-même m'a exprimé des choses personnelles, qui lui-même est allé à la rencontre d'enfants qui lui ont posé des questions et qui lui ont posé peut-être sous forme un peu d'accusation. Et cet homme, cet ecclésiastique, a été obligé de répondre à ces jeunes adolescents. C'était très dur, m'a dit Dely. Et moi, ce qu'il m'a dit là, je l'ai traduit comme élu, la difficulté de contrecarrer des inepties sur Facebook, sur Twitter, etc. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur soi-même, sur des photos qui sont fabriquées, sur des montages qui sont faits. Regardez récemment le maire de Mende. Il a eu un montage sur une piqûre qu'il a pu faire et sur un vaccin, et certains se sont moqués. C'est très dur. Faut pas croire que ça touche pas. Ça touche à quelque part. Et je considère aujourd'hui que la loi, la réglementation n'est pas suffisamment développée pour préserver de cela. Et il faudrait que les juges puissent prochain venir travail dessus. législatif, on va vous retrouver là-dessus. Oui, je pense qu'il faut pas interdire Internet, mais quand même, lorsqu'il y a une attaque perfide sur la personne, qu'on puisse savoir d'où elle vient et qu'on puisse obtenir une condamnation si nécessaire. Donc lever du secret du cheminement. Vous me posiez la question, qu'est-ce que c'est Pierre Morel? C'est un doux mélange de quelqu'un qui est écorché vif, qui a envie de faire des choses, qui aime beaucoup le citoyen, l'action publique, mais qui est avant tout avocat. Je suis avocat de la ruralité et je suis l'avocat des causes perdues. Je m'occupe de l'Alzheimer, je suis passionné par cette question-là. Je m'occupe des maladies rares, la maladie de Lyme, les maladies de jeunes femmes, des virus aussi qui affectent des jeunes à l'heure actuelle, avec des vaccins possibles, mais qui ne sont pas en vente libre aujourd'hui. Voilà, je m'occupe de causes difficiles, ça me passionne. Si vous aviez une chose pour conclure, pour donner peut-être foi en l'avenir, parce que cette période est un peu difficile, on n'a pas parlé de Covid, on en parle beaucoup trop en ce moment, mais bien sûr on vit avec et on fait tout pour participer à la lutte contre ce vilain virus. Mais si vous aviez quelque chose à dire aux Lozériens tout de suite pour la confiance en eux et en l'avenir, ça porterait sur quoi? Sur les communications? Sur l'envie d'entreprendre? Non, il y a un sujet. Je l'ai dit sur votre antenne il y a quelques semaines. Ce département, que je connais intimement, est aujourd'hui en proie à beaucoup de difficultés, avec en plus un climat nauséabond. J'en ai été victime et d'autres en sont victimes aujourd'hui. Je crois savoir un certain nombre de choses dans les coulisses qui ne sont pas reluisantes. Et l'être anonyme, pression, intimidation, c'est pas l'image de la Lozère. Et si j'ai un vœu à formuler aujourd'hui, c'est que l'on sorte rapidement de cette séquence et qu'on revienne à la réalité de ce territoire, que c'est un superbe territoire avec une agriculture de qualité, avec un artisanat de qualité, avec des commerçants qui bossent, avec des indépendants
qui bossent, avec la volonté de faire émerger des pépites sur ce territoire, et qu'on oublie toute cette fange, tout ce qui fait, qui abîme, c'est tous ceux qui ont pu à un moment donné s'autoriser à écrire des choses sans le dire, sans divulguer qui ils étaient. Faut arrêter ça. C'est pas du tout l'image de la Lozère. En tout cas, c'est pas cette image. Et moi, je rentre pas là-dedans. Jamais je rentrerai dans ce dispositif. Je contrecarrerai ce climat. Et je voudrais qu'on retrouve les fêtes d'antan, qu'on retrouve l'accordéon, qu'on retrouve les fêtes agricoles, qu'on sorte de la Covid, qu'on retrouve des enfants qui sourient, qu'on retrouve des moments de convivialité fabuleux. Voilà ce que c'est que la réalité de ce département. Monsieur le député, merci. Et merci d'avoir inauguré cette nouvelle forme d'interview. Merci à vous.